Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Jean-Marc Sermelli, directeur transition énergétique à la ville de Toulon. Voilà, je viens présenter en fait la façon dont nous abordons la transition énergétique à la ville, hein. Bon, tout d'abord, on est dans un contexte un peu classique, c'est-à-dire qu'on est très carboné, hein. La principale source de chauffage chez nous, c'est le gaz. On a beaucoup de chaufferies et on a un contrat d'exploitation qui nous couvre 125 installations. Ces 125 installations font l'objet d'un contrat d'exploitation, chauffage, classique, avec par contre du P3 amélioration. C'est-à-dire que ces contrats, ils sont tous les 5 ans et depuis plus d'une vingtaine d'années, la ville investit chaque année sur une programmation de rénovation de nos chaufferies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plutôt des installations en bon état, relativement performantes, hein, des chaudières à condensation avec des voleurs modulants, donc on est plutôt bien. Et la volonté, c'est aujourd'hui de ne pas perdre cet acquis quoi, qui a été fait depuis plusieurs années maintenant. Donc, concernant le décret tertiaire, on est évidemment assujetti. La ville de Toulon est un patrimoine important. On a 149 sites qui sont assujettis, d'accord, 256 000 mètres carrés et une consommation de 32 200 MWh. Voilà, pour l'ensemble de tout ça. Donc la volonté, nous, c'est de, comment dire, de ne pas jeter tout ce qui aujourd'hui a fait l'objet d'investissements réguliers depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, c'est d'essayer de trouver des solutions qui nous permettent de décarboner et en même temps de faire des économies. Voilà. On a deux axes pour décarboner. Le premier, c'est l'achat du gaz. Dans notre contrat qui démarre maintenant de 24-29, on est passé à plus 20% de biogaz, hein. C'est une obligation qui a été contractée avec l'exploitant, donc en géo évidemment. Et puis l'autre solution pour nous, donc comme je vous disais, c'est de chercher des solutions pour conserver l'existant et en même temps décarboner cet existant. Donc nous avons été très intéressés et on a fait part de notre intérêt, nous, à GRDF, quand on proposait l'hybridation, disons une expérimentation d'hybridation légère au travers d'un système que M. Payou va exposer tout à l'heure dans quelques instants. Voilà. Et donc, alors, cette hybridation, nous, elle nous intéresse beaucoup parce que elle est, je vous dis encore une fois, hein, on maintient quand même l'existant de notre chaudière, de nos chaudières. La volonté, c'était avec un investissement faible, mettons 20%, une PAC dimensionnée à 20% de la puissance nominale, arriver à un taux de couverture voisin de 80%. Donc, en souhaitant que Pareto, là, il s'applique aussi pour une fois de plus, ça serait bien. Voilà. Et l'hybridation, donc pour nous, le contexte de cette hybridation-là, c'est notre décret tertiaire, notre assujettissement, c'est 149 bâtiments, dont 84 écoles. Ça veut dire que les écoles aujourd'hui, c'est la moitié de notre patrimoine assujetti. Donc pour nous, c'est important. Donc c'est quelque chose qui doit être réplicable facilement. Et puis, on a choisi une installation pour démarrer qui était relativement simple à mettre en œuvre, donc une école. Comme je vous l'ai dit, hein, parce que les écoles, le problème, c'est le travail est limité dans le temps. On ne peut pas délocaliser une école. Je veux dire, c'est très compliqué de les fermer. Il y a beaucoup de problèmes avec les parents, etc. Et donc, le temps de travail dans l'année est limité à quelques semaines par an. Donc, d'où l'intérêt, nous, de faire des travaux rapides qui puissent nous permettre de décarboner rapidement. Voilà. Donc le choix, ça a été porté sur l'école de Bussy, qui est une école des années 70, bon, avec un accès facile, relativement loin de tout, pour qu'on n'ait pas trop de nuisances sonores. Voilà, donc que vous dire de plus là-dessus? Après, je vais laisser la place à M. Payou sur le plan technique qui va développer la solution en fait, hein. Et j'y reviendrai à la fin pour quelques petites conclusions. Côté maître d'ouvrage, hein, je représente la maîtrise d'ouvrage, hein, de la ville de Toulon. Voilà. Oui, bonjour à tous, Olivier Payou, donc Société GRDF. Moi, je vais aborder les aspects un peu plus techniques de cette expérimentation. Donc rapidement, on va décrire un petit peu le bâtiment que l'on a visé par ce projet. Donc on a un groupe scolaire, 1870 mètres carrés de surface utile, construction des années 70 à peu près. Quelque chose de très classique, avec à la base deux chaudières condensation installées, donc une chaufferie centralisée, réseau radiateur. Vous voyez là-bas sur le visuel, il y avait une chaudière déjà en place, relevée d'une seconde.
chaudière, donc chaudière 1 qui a été démontée, désamiantée, et conserver la chaudière en place, chaudière Atlantique, qui avait dû être changée dans les années 2015 ou 2016 sur ce dossier, et qui bien sûr fonctionnait très bien. Alors sur l'installation, la particularité, ça va être, donc on a 2 réseaux radiateurs, un circuit radiateur d'une soixantaine de kilowatts, régulé 23 voies, un deuxième circuit radiateur un plus petit de 14 kg, et on a également une batterie chaude sur une centrale de traitement d'air. Alors cette batterie chaude vient venir compenser le volume d'air extrait par la hotte de cuisine. Donc en phase de fonctionnement, ça veut dire que le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, le cuisinier arrive le matin à 7h30, appuie sur sa hotte, ça déclenche la batterie chaude, et on vient alimenter donc la batterie de la CTA avec un réseau dit haute température. Et quand il finit son service à 13h, il appuie sur le bouton et la chaudière repasse en consigne classique sur une loi d'eau chauffage. Donc voilà un petit peu pour le contexte de l'installation. Alors sur cette installation donc existante qu'on a souhaité conserver en l'état d'un point de vue régulation et d'un point de vue hydraulique, on est venu greffer une pompe à chaleur RO de marque Atlantique, également solution chaufferie, avec un dimensionnement que l'on va rapidement approcher tout à l'heure. Alors, les périodes d'inoccupation, effectivement, ce sont des bâtiments à forte intermittence. Hein. Donc, le mercredi, on est en réduit. Le week-end, on est en réduit à 16 degrés. Et vacances scolaires, on est en réduit à 12 degrés de consigne intérieure. Donc, on a déjà une optimisation assez importante de par l'exploitant sur les consommations et donc sur ces régimes de température de fonctionnement. Alors, pour les friands de schéma, on va voir le schéma hydraulique juste après, assez rapidement. Je vous présente un petit peu pour l'instant le contexte global de l'expérience. On a voulu profiter de cette expérimentation pour tester différentes configurations hydrauliques. Donc on se laisse la possibilité d'aller chercher différents modes de fonctionnement, on verra le schéma juste après, hein. Et ces différents modes de fonctionnement, on les teste par période de 15 jours. Donc l'exploitant, au sens propre du terme, a un planning de basculement de configuration avec un schéma et des vannes numérotées à tourner pour que l'on puisse se trouver dans des configurations hydrauliques différentes. Donc 3 configurations hydrauliques différentes. Première configuration, on va être sur une hybridation monocircuit. On le verra sur le schéma où on va aller chercher les retours PAC avant la 23 voies. Deuxième configuration, on va aller traiter les 2 circuits chauffage régulés, donc configuration C1 plus C2 après la 23 voies. Et dernière configuration, c'est ce qu'on appelle l'hybridation totale. On a voulu se laisser la possibilité d'aller hybrider l'ensemble de l'installation en prenant l'intégralité du retour pour les faire passer dans la pompe à chaleur. Donc 3 installations différentes sur un même site et la capacité à aller regarder un petit peu comment elles se comportent. Alors le schéma hydraulique. Il est légèrement complexifié entre guillemets par le fait qu'on se laisse la possibilité de tester 3 configs. Sinon, à la base, c'est un schéma très très simple que vous rencontrez dans tous les groupes scolaires. Ils sont à peu près faits tous de la même façon. Vous allez avoir la chaudière ici, le départ général qui va aller chercher le premier circuit régulé 23 voies, radiateur, deuxième circuit régulé le petit, quand je dis petit c'est en puissance, 14 kg, le C2, à 23 voies, circuit radiateur. Le circuit C3 qui, lui, va alimenter la batterie de la CTA. Donc là, en fait, vous avez 2 circuits à débit constant, température variable. Et là, du coup, c'est l'inverse. On a le circuit CTA. Alors, là, c'est la CTA. Ça aurait pu être tout à fait un échangeur pour aller produire de l'ECS. On est exactement sur le même principe. On est sur un circuit à température constante et débit variable. Plutôt haute température, puisque les CTA de l'époque étaient bien souvent dimensionnés sur du 80 degrés. Donc on est sur un circuit plutôt dit haute température. Alors ensuite, la pompe à chaleur avec son unité extérieure RO, la bouteille de découplage et la connexion de cette pompe à chaleur au retour de la chaudière. Donc en configuration C1, donc on vient hybrider ici, on prend les retours, on les emmène à la bouteille, on les réchauffe,
on les réinjecte avant la vanne. Donc ça, c'est configuration uniquement C1. Configuration C1 plus C2, on prend les retours ici, on les descend, on les emmène à la bouteille. On prend les retours ici, on les descend, on les emmène à la bouteille. Et on réinjecte les retours à cet endroit-là. Et configuration totale, eh ben c'est la même que C1, C2, à laquelle on va venir rajouter le C3. Voilà pour la partie hydraulique. Alors, dimensionnement, on va aller... ouais, je regarde le temps, parce que le temps est vraiment compté. Donc on va aller directement au dimensionnement du matériel. Donc, quelle approche on a eue sur ce projet en termes de dimensionnement? Alors, là, on a repris la monotone des besoins. La puissance totale utile de l'installation est de 110 kW. On a une chaudière actuellement, c'est une Varmax de 180 kg, qui bien sûr, grâce à sa capacité de modulation, s'adapte bien évidemment aux besoins, mais les besoins des différents circuits sont d'environ 110 kg. On va positionner donc sur cette monotone l'APAC choisie pour cette installation de 26 kg de puissance, avec un point de bivalence qui va se situer, vous voyez ici, autour des 8-9 degrés extérieurs. Alors, on a voulu représenter la PAC et sa puissance qui, en fonction de la température extérieure, de diminuer légèrement, hein, bien sûr. On aurait pu tirer un trait tout droit, mais pour aller un petit peu plus précisément dans le dimensionnement, donc on a bien spécifié les capacités de la PAC à la température extérieure de référence. Donc là, vous avez une PAC qui fait 26 kg à 7,35 et qui donne à peu près 21 kg à 0,50. Par rapport à la chaudière de 180 kg et aux besoins de puissance AP de 110 kg, on est sur un rapport puissance d'environ 20% de la puissance utile. Donc vous avez 20% de la puissance utile assurée par la partie thermodynamique, qui va couvrir, hein, si on compte les petits carreaux ici en dessous, qui va couvrir un peu plus de 50% du besoin. On est dimensionné de manière à aller chercher les contraintes du décret tertiaire et ou, pour les cas de bâtiments neufs, les contraintes réglementaires de décarbonation, de RE 2020. Donc à un moment donné, l'équilibre, on va aller le chercher, l'équilibre de dimensionnement, on va aller aussi le chercher au travers des différentes réglementations qui s'appliquent sur le bâtiment visé. Voilà. Donc il y a un vrai sujet à la fois, bien sûr, réglementaire, mais il y a également un vrai sujet d'approche technico-économique, parce que bien sûr, une PAC de 26 kW, ce n'est pas tout à fait le même tarif qu'une PAC de 50 ou de 60 kg. Voilà. Donc il y a un équilibre à trouver à travers cette approche par monotone entre le réglementaire et le technico-économique acceptable pour le maître d'ouvrage. Alors, on va aller directement au résultat. Je précise que ce premier retour d'expérience que l'on vous fait aujourd'hui n'est pas complètement marketé pour des maîtres d'ouvrage. Vous verrez après, mais on est obligé d'aller un petit peu plus loin dans la technique et dans les explications. C'est le tout début de l'expérimentation. C'est-à-dire que là, on a commencé, vous le verrez, en décembre 2023, le début de l'expérience et d'analyse de ce site. Cette période de décembre jusqu'à avril nous a servi à caler les aspects techniques, les aspects hydrauliques, les aspects de régulation. Et la vraie expérience va débuter, entre guillemets, au mois de novembre, quand le maître d'ouvrage va redémarrer sa chaufferie, puisqu'on aura encore un an devant nous, à la fois d'instrumentation et de récupération de la data et d'analyse pour affiner et comprendre, enfin affiner le comportement de l'installation et tirer des conclusions en termes d'économie d'énergie et en termes de diminution des émissions de CO2. Donc ce qu'on vous livre aujourd'hui, c'est le début de l'histoire, hein, je dirais entre guillemets. Peut-être qu'on aura l'occasion de venir vous en reparler dans 12 mois, je l'espère, mais c'est une phase que les bureaux d'études et techniciens connaissent bien. C'est une phase de mise au point en fait. Hein. On est au début de l'aventure. Malgré tout, on va vous livrer les résultats bruts, hein, comme on les a obtenus. Et vous avez sous les yeux ici, avec un code couleur qui est matérialisé donc, par du bleu, on vous montre les besoins couverts par le système thermodynamique, par la PAC,
Et en orange, on vous montre le besoin couvert par la chaudière. Donc le cumul de la barre bleue et de la barre orange représente les besoins de l'installation en termes de kilowattheure. Je vous ai corrélé la température moyenne extérieure journalière ici en gris, avec l'échelle sur la droite, qui vous donne un ordre d'idée de la température extérieure tout au long de la période d'hiver. Mais comme c'est une moyenne journalière, où vous n'avez pas de négatif, alors même si à Toulon il y a quand même très peu de négatifs, il y a quand même eu quelques jours en dessous de zéro. Et bon, alors là bien sûr vous ne les verrez pas vu que c'est une moyenne sur 24 heures. Donc qu'est-ce que l'on constate? On constate une première période de fonctionnement qui va de décembre, enfin de début décembre, c'était fin novembre le début de l'expérience, mi-novembre, et qui va jusqu'à peu près au 12 janvier, où vous voyez ici un point de rupture dans le fonctionnement. Donc là, on vous a moyenné les taux de couverture. Donc vous voyez que sur cette première période hivernale, on était sur un fonctionnement à 51% de couverture par la PAC, 62, 73. Si on fait la moyenne des trois, on n'est quand même pas très loin des 70% de taux de couverture sur cette première période. Donc un fonctionnement plutôt très satisfaisant sur ces premières semaines d'essai. On voit très nettement ici au 12 janvier, enfin vous ne le voyez pas, mais moi je le sais, mais 12 janvier, il y a un point de rupture qui est exactement corrélé, vous voyez, avec cette baisse de moyenne de température extérieure. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tout simplement, les enseignantes sont plaintes d'avoir des classes un petit peu basses en température, et l'exploitant est intervenu pour essayer de comprendre le phénomène. Il est parti sur un... Alors bon, ils ont testé plusieurs choses, mais ils sont partis sur, ici au 12 janvier, un recalage de la sonde de la température extérieure de la chaudière. C'est-à-dire que la valeur lue par la sonde de la température extérieure de la chaudière était de 2 cas différentes par rapport à la réalité. Donc ils ont recalé cette sonde de température de la chaudière. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, vous voyez que le taux de couverture de la PAC, il est beaucoup plus bas que sur la période précédente. Et pourquoi? Clairement, quand vous décalez de 2 cas, notamment la sonde de température de la chaudière, avec une loi d'eau et une pente de 2 à peu près sur ce genre de bâtiment, ça veut dire que vous partez plus chaud sur votre départ chaudière de 5 à 7 K à peu près. Voilà. Et de partir plus chaud de 5 à 7 K sur le départ chaudière, ça fait en gros que vous revenez plus chaud de 5 à 7 K sur le retour PAC. Et comme on a des lois d'eau sur la PAC qui sont très très proches, pour des raisons que l'on avait choisies, très très proches de la loi d'eau chaudière, vous avez une PAC qui n'intervient plus du tout et qui s'efface totalement au profit ou au bénéfice de la chaudière. Donc avant qu'on s'aperçoive de tout ça, je dois vous dire que la data, je n'allais pas la voir tous les matins, mais globalement, je m'en suis aperçu à peu près début février. Donc on a commencé à lancer l'alerte et à essayer de comprendre ce qui se passait sur l'installation. Et ça nous a amené à peu près début février avant d'intervenir et de renvoyer l'exploitant sur site pour des mesures de correction. Bon, on y reviendra par la suite. Alors, oui, on y reviendra après sur la CTA. Ouais. Alors ensuite, on a donc fait différentes périodes de tests. Vous voyez qu'ici en février, une fois qu'on a eu calé certains problèmes que l'on verra par la suite, on était quand même sur un fonctionnement où on fait quasiment 100% de couverture par la PAC, quoi. On a, je rappelle encore une fois, le dimensionnement, c'est quand même 20%, à peine 20% de la puissance utile totale. On arrive avec la PAC de 26 kg à couvrir 100% des besoins sur cette période de congé scolaire. Alors bien sûr, avec une température de consigne à l'intérieur du bâtiment à 12 degrés, bien évidemment, donc ça fait des lois d'eau qui sont beaucoup plus basses en température de départ, et la PAC peut s'exprimer pleinement sur ce genre de situation. Et c'est d'ailleurs sur ce genre de bâtiment avec une forte intermittence, il y a un vrai intérêt à ce genre de système. Alors, oui, je regarde le temps. Oui. Alors, j'avance un petit peu. Donc là, c'est ce que je viens de vous expliquer sur l'histoire de la sonde de la chaudière. Donc là, on passe. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu un étalonnage de fait sur les deux sondes, à la fois la sonde de la PAC et la sonde de la chaudière, pour essayer de recaler très exactement les consignes et arriver à ce que les régulateurs lisent la même chose. Alors, petit zoom sur le fonctionnement de la CTA. Parce que oui, effectivement, on a un réseau haute température, et qu'est-ce qu'on a pu démontrer, enfin, qu'est-ce qu'on a pu constater sur ce genre d'instrumentation? C'est que, bien sûr, le réseau à haute température vient apporter une perturbation dans le fonctionnement total. Comme on l'a dit, le cuisinier appuie sur le bouton le matin à 8 h,
la chaudière passe en consigne basse en température de départ à 65 degrés, donc j'envoie sur mon primaire du 65 degrés. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mes 23 voies de mes circuits régulés, quand elles voient arriver du 65 degrés, elles se ferment. Donc quand ces 23 voies se ferment, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon débit retour, si vous vous rappelez du schéma, à droite de la bouteille qui s'écrase. C'est exactement ce que je vous matérialise ici. Le code couleur ici, c'est bleu, c'est le débit primaire pack, donc à gauche de la bouteille. Le orange, c'est le débit secondaire pack à droite de la bouteille. Le bleu foncé, c'est la température de départ pack, température retour pack en bleu ciel. Donc entre les deux, on retrouve bien notre delta T5 de fonctionnement sur la PAC. Et donc, vous avez sous les yeux une matinée type. Et exactement, le matin, quand le cuisinier arrive, il appuie sur le bouton de la CTA. Vous voyez en gris la température consigne de la chaudière qui navigue ici autour des 45, qui passe automatiquement à 65-70 pour aller alimenter la CTA. Et très exactement à ce moment-là, eh bien, vous voyez que le débit secondaire en orange s'écroule complètement. On arrive à un moment donné de l'essai où eh bien, les 23 voies des circuits C1 et C2 sont fermées. Et donc, pour le coup, je n'ai plus de débit retour à ma bouteille. Et quand je n'ai plus de débit retour à ma bouteille, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La PAC n'arrive pas à passer sa puissance. Donc, bien sûr, elle va faire ce qu'elle peut, elle va faire varier la puissance de son compresseur. À un moment donné, elle va faire aussi varier le débit de sa pompe primaire. Mais elle arrive à sa limite technique pour maintenir, on va dire, ses échangeurs, la sécurité de son matériel. Et ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à cycler. Donc très nettement, on la voit ici, elle cycle, puisque bon, on voit très exactement le débit primaire pack qui s'écrase. Donc ce phénomène se produit toute la matinée. On constate qu'on n'a plus d'échange du tout sur la bouteille, puisque vous voyez très bien que le bleu foncé et le bleu ciel se touchent. J'ai plus de delta T. Donc j'arrive ben, globalement comme sur une bouteille de mélange, où je n'échange plus, quasiment plus. Le cuisinier fin de service 13 heures appuie sur le bouton de la CTA. Je retrouve ma température de consigne chaudière en gris ici qui redescend autour des 40. Je retrouve mon débit qui s'équilibre à gauche de ma bouteille, mon débit primaire pack. Ben, la pack reprend la main, recale son débit mini de fonctionnement. Et ici, mon débit secondaire, alors bien sûr il fluctue, on le verra après pourquoi, mais il fluctue beaucoup, mais globalement il se trouve en moyenne inférieur à mon débit primaire pack, et je recommence à échanger dans ma bouteille, je retrouve du delta T. Voilà. Donc là on voit très nettement l'incidence de ce circuit CTA, qui pourrait être un circuit ECS, sur le fonctionnement global de mon installation. Alors, autre phénomène, on avait une pompe sur le circuit C1 qui est le plus gros circuit chauffage, rappelez-vous, on avait une pompe qui était surdimensionnée, j'ai besoin d'un débit nominal de 3,5 m3 et la pompe en place livrait à peu près 14 m3. Donc à un moment donné, elle arrivait en bout de sa courbe, elle ne savait plus trop comment faire entre HMT et débit. La 23 voies, entre-temps, avait également perdu pas mal d'autorité, donc la 23 voies pompée. Et cette variation forte que vous voyez en orange ici, sur mon débit secondaire, cette variation forte était due, entre autres, à ces causes hydrauliques. Alors, je vois que j'arrive quasiment à la fin. Bon, on arrive au mois d'avril, vous voyez le déroulé de l'histoire, la chronologie, on a quand même mis, je dirais, 3-4 mois pour comprendre ces phénomènes hydrauliques. Et encore une fois, on les a compris uniquement parce que l'installation était instrumentée de A à Z. Quand vous avez un compteur thermique, vous avez un débit et deux sondes avec deux températures, aller et retour. Et donc quand vous avez des compteurs situés sur tous les circuits, à la fois primaire et secondaire, vous arrivez à comprendre l'installation, comment elle se comporte. Si on n'avait pas eu de ces compteurs-là, on aurait eu beaucoup de mal à comprendre les différents phénomènes. Donc on arrive ici au mois d'avril où à la fois on a calé les régulations, les courbes de chauffe de la PAC, les courbes de chauffe de la chaudière. Le maître d'ouvrage a fait changer la pompe, on a mis un circulateur adapté. Les consignes et les sondes de température ont été calées comme il faut. Et on arrive, vous voyez, à un fonctionnement qui commence à devenir intéressant pour la fin de saison de chauffe au mois d'avril, où on est sur des taux de couverture, c'est les points bleus là, où on est sur des taux de couverture qui naviguent entre 70 et 80%. Vous voyez que la part bleue prise par la thermodynamique est plutôt sympa. Alors, donc l'installation est prête et on va démarrer la nouvelle saison de chauffe en novembre.
pour aller vers une expérience sur une année complète avec une installation qui est calée hydrauliquement. Alors ça, c'est pour faire plaisir à Atlantique, et il y a des gens dans la salle d'Atlantique qui sont là. Et donc ça, c'est les performances qu'on a mesurées des machines. Donc vous voyez que sur le début de l'histoire, on est sur un COP moyen de 4,2. Donc c'est quand même plutôt intéressant en termes de fonctionnement. Ça commence à devenir sympa, un COP au-dessus de 4, malgré que l'installation soit plus ou moins calée hydrauliquement. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Même si l'expérience n'a pas été mise en place pour mesurer un COP, puisqu'il suffit de regarder les tables des constructeurs pour retrouver les COP, malgré tout, on vérifie et on est quasiment au dixième de point près, en fonction des régimes de température, on est quasiment au dixième de point par rapport à la table du constructeur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, je vais aller directement à celle-ci. Qu'est-ce que je veux matérialiser ici? Je veux juste matérialiser le fait que l'hybridation légère, comme on vient de vous la présenter, à savoir 20% de la puissance, et quand je vous ai parlé tout à l'heure de rapport technico-économique, l'intérêt du système, il est vraiment précisément sur cette approche-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous prendre un exemple. Je suis maître d'ouvrage, j'ai 5 petites chaufferies au gaz, j'ai dans ma poche un peu moins de 80 000 € à investir. J'ai 2 choix possibles. Soit je prends une des 5 chaufferies, je la passe en 100% thermo, et à ce moment-là, je baisse de 90% mes émissions de CO2 sur une chaufferie. C'est possible. Et à ce moment-là, mes 4 chaufferies, j'ai plus de sous, donc je les laisse en l'état. Ou alors, à travers l'hybridation légère, comme on vous l'a présenté, je vais aller chercher à hybrider mes 5, ou 3, 4 ou 5 chaufferies, et à ce moment-là, je vais baisser mes émissions de gaz à effet de serre d'environ 50% sur chaque chaufferie, et au total, pour la même somme investie, je vais maximiser la décarbonation. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à coût égal, je suis capable de décarboner avec l'hybride léger 2 à 3 fois plus vite, ou alors inversement, à budget constant, inversement, à décarbonation équivalente, je suis capable d'avoir un investissement qui est divisé par 2 ou par 3. Et alors après, si vous me dites je suis maître d'ouvrage, j'ai un budget limité, pas de problème. Faisons 5 chaufferies à 100% thermodynamique. Pourquoi pas? Bon, après, sur les 2-3 dernières années, rares sont les maîtres d'ouvrage que j'ai rencontrés qui m'ont dit qu'ils n'avaient aucun problème de budget. Voilà. Donc l'idée, c'est un peu ça, si vous voulez, c'est une accélération de la décarbonation à travers cette méthodologie de dimensionnement. Alors moi, je suis maître d'ouvrage, effectivement, et on n'a pas vraiment de budget limité, collectivité territoriale, vous pouvez l'imaginer. Donc c'est un vrai problème. Donc d'où nous le grand intérêt de ça. Alors évidemment, là on pourrait croire que c'est la panacée, mais encore que M. Payou a fait part des grosses difficultés qu'on a rencontrées. Mais malgré tout, si vous voulez, il faut vraiment bien. Ce que je retiens moi de cette première année, je suis très très partant dans cette affaire-là. Donc maintenant, je vais donner une suite à ça. On est en train de faire une étude de programmation justement pour hybrider de nombreux autres bâtiments. Par contre, il est évident, nous, qu'on a besoin de connaissances d'installation. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'installation, donc elle était maintenue par un exploitant. L'exploitant, lui, il gère avec des écrasements de chaudière, avec des lois d'eau, etc. Bon, mais on n'avait pas suffisamment, nous, la connaissance de l'installation. On s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Le calage de la sonde de température, la pompe qui était inadaptée pour que ça fonctionne. Donc nous, il est évident maintenant qu'il va falloir qu'on mette en place un système d'instrumentation qui va nous permettre de connaître l'état pas l'état, mais les caractéristiques techniques des installations pour pouvoir mener les bonnes études de manière à pouvoir programmer et mettre en œuvre cette hybridation la plus adaptée possible. Donc connaissance de l'installation, c'est essentiel. Moi aujourd'hui, je voudrais juste terminer parce que cette première année-là, pour nous, elle est quand même très 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 intéressante. On a économisé 31 mégawattheures de gaz, soit 6 tonnes de CO2, donc c'est quand même pas négligeable. En contrepartie, on a consommé 10 mégawattheures, 10,4 également de conso électrique pour pouvoir faire fonctionner la PAC. Donc, in fine, en énergie finale, on est à peu près une économie de 20 mégawattheures, ce qui correspond à 23% de la consommation avant hybridation. Donc c'est quand même pas négligeable sur un système qui n'était pas totalement opérant, comme on vous l'a montré. Alors ça reste quand même à nuancer parce que sur le plan financier, le gaz c'est quand même aujourd'hui beaucoup plus cher, enfin en tout cas pour nous, je parle pour mes ouvrages, moi je paye tout, je paye pas que la partie électron ou la partie molécule, d'accord. Donc on est de 1 à 3,5. Donc
L'aspect vraiment économie financière, c'est pas là-dessus, c'est pas le sujet, quoi. Je veux dire, c'est pas là-dessus qu'on se va. Par contre, moi, je vois trois avantages à ça. Un, décarboner. Deux, le décret tertiaire, parce qu'avec 25%, 30%, espérons l'année prochaine, peut-être, eh bien, en économie finale, en économie en énergie finale, pardon, c'est quelque chose qui est quand même relativement intéressant pour nous au niveau avancé décret tertiaire, quoi, hein, quand on a l'horizon 2030 qui se rapproche relativement vite. Hein. Et puis pour moi aussi, c'est conserver l'existant, c'est-à-dire on ne casse pas tout aujourd'hui, on ne casse pas tout, on conserve l'existant, ça permet de faire des travaux relativement légers dans des bâtiments quasiment site occupé, quoi. Sur le plan technique, hein, uniquement sur le plan système, hein, je parle. Hein. Non, bon, je ne parle pas de mesures extérieures, de travaux sur le gros œuvre, etc. Hein, bon, voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui pour nous est une direction qui m'intéresse vraiment dans la trajectoire des critères tertiaires, le premier palier 2030 notamment. Voilà, c'est tout ce que je peux. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Côté maîtrise d'ouvrage, hein, attention, hein, la partie technique, bon, un petit peu, mais surtout là. Voilà. Le timing étant très serré, on va prendre une ou deux questions maxi et après on discutera avec ceux qui le souhaitent après la conférence. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame? Oui, est-ce qu'on a des expériences dans des zones plus froides? Oui. Alors, les expériences dans les zones plus froides, elles arrivent, hein, puisque globalement, on va mettre en œuvre une vingtaine d'expériences de ce type-là en France. Celle-ci, c'est la deuxième et la première sur un bâtiment tertiaire. Donc, on va décliner sur une vingtaine de bâtiments. Après, ça ne change pas fondamentalement ni le dimensionnement, ni la façon de concevoir l'installation. Ce qui va changer, bien évidemment, après, ça va être l'objectif, alors le taux de couverture, certainement, mais ça va être aussi l'objectif qu'on se donne et la façon dont on va piloter l'installation. Est-ce que, par exemple, on s'interdit avec une consigne de faire fonctionner la PAC en dessous d'une certaine température un peu basse à laquelle elle n'aurait pas une performance suffisante? Ou alors, est-ce qu'on est sur un objectif décarbonation 100% et à ce moment-là, on se dit, quelles que soient les performances de ma machine, je décarbone, donc je la laisse tourner. Donc vous voyez, après, en termes de dimensionnement, ça ne va pas changer fondamentalement le sujet. Par contre, en termes de pilotage et en fonction du souhait du client, on pourra adapter cette même installation à un pilotage différent si on a des objectifs différents. Voilà. Oui, juste une question sur la poursuite de l'expérimentation. Est-ce que vous en avez tiré j'imagine que vous en avez tiré des conclusions. Est-ce que vous allez continuer à faire cette alternance C1, C1 plus C2 et CTA, ou est-ce que vous allez chanter la CTA définitivement pour faire fonctionner la PAC au max? Oui, alors dès l'instant où on a commencé à avoir des soucis ou des questions hydrauliques, on a pris le parti de rester en configuration C1 plus C2 pour ne pas faire varier tous les paramètres et pour essayer de comprendre le système. Donc quand je dis on a calé C1, C2, c'est qu'à chaque fois on prenait les retours après la 23 voies. D'accord? Et donc on subissait, comme vous l'avez vu, les perturbations liées à la CTA, mais en toute connaissance de cause. Si on pouvait tirer rapidement une conclusion, alors pas une conclusion, mais une avancée de piste de réflexion, ça va être sur ce genre d'installation. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent d'hybrider seulement les deux circuits chauffage et de les hybrider surtout avant la 23 voies, à l'endroit de l'installation où je maîtrise totalement mes débits? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vu, autour de cette bouteille, je déséquilibre mon débit primaire, mon débit secondaire, et c'est à ce moment-là où je perds la performance, où j'arrive plus à passer mon énergie. Pourquoi? Parce que la CTA vient perturber mes retours. Par contre, si j'avais été chercher mes deux débits que je connais fixes avant la 23 voies sur mes circuits chauffage, j'aurais pu avoir cette maîtrise de ce qui se passe autour de la bouteille. Donc ça, c'est des pistes de réflexion, évidemment, qui vont être développées et confirmées par l'alternance des différentes phases que l'on va faire sur la prochaine saison de chauffe. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, voilà, on va conclure. Je vais quand même finir par remercier quand même les partenaires de cette expérimentation. Hein, je veux dire GRDF qui a piloté le système, qui a instrumenté, Atlantique qui nous a fourni la pompe à chaleur qui aujourd'hui, on voit, ça fonctionne plutôt vraiment bien.
et nous qui avons mis en œuvre l'ensemble du système. En fait, on a pris en charge toutes les modifications nécessaires à la mise en place de cette PAC, tant sur le plan hydraulique que sur le plan électrique. Moi, je vois un gros avantage à ça, hein, honnêtement, hein, c'est-à-dire avec peu d'investissement, on décarbone, on fait pas mal d'économies. Le décret tertiaire a quand même comment dire, une échéance très rapide et on peut y arriver avec des modifications faibles quand même. Je veux dire, aujourd'hui, mettre 25 kg de puissance électrique sur des équipements de plus de 1000 mètres carrés comme on a, c'est pas quelque chose qui est très contraignant. La modification de la panoplie, bon, ok, c'était un peu, bon, là. Encore une fois, on l'a fait ça très rapidement, sans forcément tout optimiser. Maintenant, moi je vois où on va faire une étude de programmation qui va nous permettre derrière de recruter un maître d'œuvre et de manière optimisée, quoi, tout ça. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose de bien relativement vite bon, voilà. Eh bien, merci à tous et on est à votre disposition à la suite de la conférence pour répondre à vos questions.